Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la fin de l'exercice vrai ou faux du concours Sciences Po 2018. Les 4 dernières questions, donc 7, 8, 9 et 10. On a 2 questions sur les fonctions, ensuite une question de trigonométrie et une question 10, c'est des fonctions aussi assez difficiles, on va dire, vraiment une dernière question pour les meilleurs. Donc on est parti, première question, problème de limite. Alors on considère deux fonctions définies sur R avec deux limites qui sont en plus l'infini plus l'infini. Voilà. Et on suppose que x est plus grand strictement que g de x. Affirmation, la limite de f de x moins g de x est plus l'infini aussi. Or c'est faux, faux, parce qu'il n'y a pas de théorème dans le cours qui permettrait de dire ça, donc l'idée quand quelque chose est faux, c'est de trouver un contre-exemple. Alors comment trouver un contre-exemple? Donc il faut réussir à fabriquer deux fonctions qui vont vers plus l'infini et la différence n'irait pas vers plus l'infini. D'accord? Alors comment on peut faire? Alors ça va être très rapide, mais c'est vrai qu'avoir un petit peu d'imagination, c'est pas le plus facile à demander. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On peut prendre très simple. Je prends v de x égale x, voilà. Il me faut une fonction g de x plus petite, donc on peut prendre par x moins 1. On a bien pour l'instant limite de f en plus l'infini qui vaut plus l'infini, limite de g qui vaut plus l'infini. Quand je regarde f de x, c'est bien strictement plus grand que g de x, d'accord, puisque j'ai enlevé 1, et ça, quel que soit x. Et quand on fait f de x moins g de x, ça fait x moins x moins 1, ce qui fait x moins x plus 1, et ça fait 1. Donc la limite de f de x moins g de x, ça vaut 1, ça ne vaut pas plus l'infini. Donc vous venez de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple. La propriété n'est donc pas vraie, donc l'affirmation elle est tout à fait fausse. Dans la question suivante, on va manipuler des exponentielles. On vous demande de calculer f de 2x et de vérifier que ça correspond à 2 fois f de x sur 1 plus f de x au carré. Alors c'est une question qui est très technique. Alors donc, eh bien on va tout de suite regarder ce que c'est f de 2x. Alors, f de 2x c'est donc la même chose que f de x dans lequel on va remplacer x par 2x. Donc ça fait exponentielle de 2 fois 2x moins 1. Vous voyez, je remplace dans l'expression en haut de f, le x ici que j'entoure à chaque fois par x fois 2, donc par 2x. Donc là j'ai exponentielle de 2 fois 2x plus 1, ce qui me donne exponentielle de 4x moins 1 sur exponentielle de 4x plus 1. Ça c'est f de 2x. Maintenant, je vais regarder le membre de droite, 2 fois f de x sur 1 plus f de x au carré. Alors ça peut être long, et c'est vrai que dans un devoir en temps limité, ça peut être un petit peu stressant. Il faut avoir une bonne maîtrise du calcul, et donc c'est un bon entraînement. Donc là, vous remplacez f de x à chaque fois par son expression qui est donnée dans le texte. Voilà. Et vous avez la même chose, mais au carré. Donc il y a quand même un travail de développement assez conséquent. On va faire attention. On ne va pas développer tout de suite tout le carré. Pourquoi? Parce que vous avez ici une chose qui peut être vraiment embêtante si vous n'y prenez pas garde, c'est qu'ici vous avez exponentielle 2x plus 1, et là aussi. Alors en bas il est au carré, et là il est. Donc on peut, vous allez voir, les simplifier. Donc avant de développer le carré, je vais d'abord simplifier. Je m'occupe donc du dénominateur. Pour l'instant je ne touche pas au numérateur. Voilà. Donc je vais mettre au même dénominateur, ce qui fait exponentielle de 2x plus 1 au carré, plus exponentielle de 2x moins 1 au carré, divisé par exponentielle de 2x plus 1 au carré. Alors je vais peut-être le détailler, cette étape, parce que pour certains ça peut être difficile. J'ai au dénominateur ceci. D'accord? Donc je vais le transformer. Et le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. Donc j'ai exponentielle de 2x moins 1 au carré sur exponentielle de 2x plus 1 au carré. Donc après, vous voyez, je mets au même dénominateur. On va ensuite travailler les étages. Il y a trop d'étages ici. Donc on a appris. On a un quotient de deux fractions. Donc on fait la première fraction, celle qui est au numérateur, multipliée par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Donc on inverse les deux étages. L'exponentielle de x plus 1 au carré se retrouve en haut et on divise par la somme de nos deux carrés. Donc exponentielle de x plus 1 au carré plus exponentielle de 2x moins 1 au carré. Là, ensuite, on va simplifier. Vous voyez ici, on a exponentielle de 2x plus 1 et là aussi. Donc on peut simplifier ici. Comme on a un carré, ça veut dire qu'on a deux facteurs identiques. Je peux donc en enlever un, j'enlève le carré et je simplifie ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc en haut, j'ai 2 fois exponentielle de 2x moins 1
fois exponentielle 2x plus 1. Ensuite, j'ai un dénominateur ici avec plein de carrés. Donc je vais le faire à part pour vous montrer ce qu'il est intéressant. Exponentielle de x plus 1 au carré, ça fait exponentielle de 2x au carré, plus 2 exponentielle 2x plus 1. Ça, c'est l'identité remarquable. A plus b au carré. Alors, exponentielle 2x au carré, propriété d'exponentielle, ça fait exponentielle 4x. D'accord? Donc, on a cette formule-là. Ici, ça veut dire qu'au dénominateur, je vais pouvoir donc écrire exponentielle 4x plus 2 exponentielle 2x plus 1. Ensuite, j'ai une deuxième chose à développer. L'exponentielle 2x moins 1 au carré. Alors, si je regarde à ce que je viens de faire, là, ça va être exactement la même chose. Vous voyez, la seule différence, ça sera ce moins. Donc, en développant, la seule différence, ça sera ici ce moins qui va apparaître. Donc, j'aurai exponentielle 4x moins 2 exponentielle 2x plus 1. Les doubles produits vont disparaître. Donc, un premier bilan. Le numérateur, je vais le développer. Donc, en haut, si vous remarquez, alors là, on est vraiment sur des élèves qui seraient assez bons et rapides parce que vous avez déjà fait en général beaucoup de choses. Donc ici en bas vous avez a moins b fois plus b. Vous savez que ça fait a carré moins b carré. Donc ici ça fait exponentielle de 2x au carré moins 1. D'accord? Divisé par, alors là ici j'ai 2 fois exponentielle 4x plus 1 plus 1. Donc ça fait plus 2. Dessous je vais factoriser par 2. En haut, j'ai déjà mon 2, donc les deux vont simplifier. Et donc j'ai exponentielle 2x au carré, on en a déjà parlé, ça fait exponentielle 4x moins 1. En simplifiant, eh bien on tombe sur ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous l'entourer. Ici, on avait trouvé ceci, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, eh bien, ça veut dire que f de 2x va être égal au début, c'est-à-dire 2 fois f de x sur 1 plus f de x au carré. Donc, on a fait ça pour tout x. L'affirmation, elle est vrai. Donc exercice quand même techniquement pas facile en temps limité, avec le stress en plus, voilà, c'est pas vraiment donné à tout le monde de savoir faire ça de façon, on va dire, propre, sans faire la moindre erreur. Il y a quand même beaucoup de travail. Alors petite remarque, hein, dans le supérieur, hein, ça c'est pas anodin cette question. En fait on a devant nous ce qu'on appelle des fonctions trigonométriques mais hyperboliques. Là, ce que je vais dire, ça concerne peut-être très peu de monde, mais ça peut vous intéresser. Il se trouve qu'en maths, il y a une fonction qui s'appelle le cosinus hyperbolique, qui est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. D'accord? Et on a une autre fonction, le sinus hyperbolique, qui sera la même chose avec un moins. Voilà. La fonction f de x, il faut savoir, hein, si on factorise en haut par exponentielle x, vous aurez exponentielle x moins e de moins x, sur exponentielle x, facteur de e de x plus e de moins x. En simplifiant, il me reste en haut exponentielle x moins e de x sur exponentielle x plus e de moins x en bas. Ce qui fait en haut 2 fois le sinus hyperbolique divisé par 2 fois le cosinus hyperbolique. Et là, on arrive sur une troisième fonction hyperbolique, la tangente hyperbolique. C'est noté TH, c'est-à-dire le sinus, comme en trigonométrie, mais avec des fonctions exponentielles, sinus sur cosinus hyperbolique. Alors, la formule qu'on vous demande de démontrer, c'est tout simplement la formule qui dit que le TH, donc la tangente hyperbolique de 2x, c'est 2 fois la tangente hyperbolique de x sur 1 plus la tangente hyperbolique de x au carré. Eh bien, cette formule, elle est connue. Cette formule, voilà, en général, quand on fait beaucoup de fonctions comme ça, hyperboliques, eh bien, on les connaît. Elle est à rapprocher d'une autre formule, celle de tangente, la tangente trigonométrique, tangente 2x. Il faut savoir que c'est tangente x divisé par 1 moins tangente x au carré. Ces formules se ressemblent. C'est un vaste chapitre en maths. Voilà. Donc juste c'était pour ceux qui ont déjà vu, voilà. Ça doit vous rappeler des choses. Alors c'est pas du tout programme de terminale, donc vraiment pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous verrez ça plus tard si vous continuez dans les maths. Voilà, donc on passe tout de suite à la question suivante. 9e question, une question, sincèrement, que je trouve très difficile. Vous allez voir pourquoi. Alors, on a un sinus, il faut réussir à déterminer grâce à lui le cosinus. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que 7pi sur 12, c'est comment? 7pi sur 12, si on fait un petit dessin, c'est plus grand que donc 6pi sur 12. Et c'est plus petit que 12pi sur 12. Ça a l'air anodin ce que je raconte, mais ça veut dire que votre angle 7pi sur 12, il est entre pi sur 2 et pi. Donc sur un dessin, vous êtes en haut à gauche, vous êtes quelque part par là.
la conséquence de ça, c'est que vous êtes dans une zone où le cosinus de 7pi sur 12 va être négatif et son sinus va être positif. Alors ça pourrait nous aider, sauf que les deux nombres qu'on vous donne ne posent pas de problème. On a bien ici un sinus qui est positif et un cosinus qui, dans l'affirmation, serait négatif, pardon, donc ça ne contredit pas ça. Donc l'exercice aurait été plus intéressant si on avait déjà réussi à dire que c'était faux, mais là, en fait, vous allez voir, c'est que la réponse est vraie, donc il va falloir vraiment démontrer. Alors comment on démontre? Eh bien, il faut savoir que, quel que soit x, la relation caractéristique en trigonométrie, c'est que le cosinus au carré plus le sinus au carré, bon, c'est le lien entre le cosinus et le sinus. Ça veut dire que quand vous avez le sinus, vous pouvez trouver le carré du cosinus, ça sera donc ici 1 moins sinus carré. D'accord? Donc ça veut dire que nous, eh bien, puisque notre cosinus est négatif, avec cette information, vous en déduirez que le cosinus x, c'est donc bien moins la racine carrée de 1 moins sinus au carré. Il va donc falloir être capable de calculer la racine carrée de 1 moins sinus carré. Et c'est là tout le problème. Je vais vous proposer, je pense, la méthode la plus simple, ça va être de ne pas calculer cette racine carrée, justement, parce que le calcul, vous allez voir après, c'est loin d'être évident. Alors, méthode numéro 1, on va tout simplement vérifier que, eh bien, racine de 2 moins 6 sur 4 au carré, plus racine de 2 plus racine de 6 sur 4 au carré, on va vérifier que ça fait 1. D'accord? Donc je le calcule. Alors c'est une identité remarquable, on a des sur 4, donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous aurez sur 16, donc on peut tout mettre ici sur un grand sur 16. D'accord? Donc ici, j'aurai une grande fraction avec tout sur 16. Et en haut, j'aurai le développement de racine de 2 moins racine de 6 au carré. Racine de 2 moins racine de 6 au carré, ça fait quoi? Le carré de racine de 2, moins le double produit de racine de 2, racine de 6, plus le carré de racine de 6, donc 6. Pareil pour la deuxième. Donc j'aurai le même développement, mais avec un plus. On refait le bilan. Donc à ce moment-là, j'ai 2 plus 6, 8. 8 fois 2, donc j'ai 16. Les doubles produits s'annulent. Et on obtient 16 sur 16, donc ça fait bien 1. Et donc, vous venez de montrer que 1 moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4 au carré, ça faisait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Or, ce membre de gauche, c'est 1 moins sinus de 7pi sur 12 au carré. Et donc, d'après ce que j'ai dit ici, ça veut dire que ça, c'est donc le cosinus de 7pi sur 12 au carré. Il reste donc maintenant à prendre la racine carrée. Justement, l'avantage, c'est qu'ici, vous venez de montrer que le cosinus carré de 7pi sur 12, c'est donc égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et comme cosinus 7pi sur 12 est négatif, eh bien la bonne solution, ça voudra dire que cos 7pi sur 12, c'est un nombre négatif. Ici, alors, vous avez juste à vérifier que racine de 2 moins racine de 6 sur 4 est négatif. Donc ici, on précise, racine de 2 moins racine de 6 sur 4, c'est négatif. Ça veut dire que c'est justement le nombre négatif qu'il nous fallait. Vous prenez la solution qui est négative. Et donc l'exercice ici terminé. Vous avez montré. Alors ça, évidemment, ça sous-entend que vous avez bien pris cette première méthode. C'est-à-dire que vous avez utilisé la conclusion, montré que la somme des carrés valait 1, et donc vous en avez déterminé le carré de cosinus. Alors les deuxièmes méthodes sont plus compliquées, et c'est là où je dis quand même que c'est difficile, c'est que parfois, quand vous êtes dans un concours, vous ne savez pas forcément quelle est la méthode tout de suite la plus appropriée. Et donc vous pouvez vous lancer dans les choses qui sont très longues. Illustration. Si vous essayez de calculer 1 moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4 au carré. Alors là, vous allez avoir deux écoles. Une école qui mène à une impasse, c'est-à-dire je développe. Si vous développez ça, vous aurez 2 plus 2 racines, donc racine de 2 fois racine de 6, ça fera racine de 12, plus 6. Jusque-là, on met au même dénominateur, ce qui fait 16 moins 2 plus 6, ça fait 8, moins 2 racines de 12 sur 16. Et vous obtenez 8 moins 2 racines de 12 sur 16. Et ça, c'est une impasse, parce que même en simplifiant ici par 2, on peut sortir encore ici, ça fait donc 2 moins racine de 3 sur 4. Même en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait de ce 2 moins racine de 3 sur 4? Alors, il faut ne pas oublier le but du jeu. Le but du jeu, c'est de montrer, d'accord, ça c'est la question, que ça, c'est justement le carré
de racine de moins racine de 6 sur 4 pour qu'on en fasse cosinus carré, d'accord? Donc, c'est là que vous allez vous servir de la conclusion. Vous allez développer tranquillement à côté ça, ce qui donnera donc une fraction sur 16. En haut, on aura 2, moins le double produit, plus 6, ce qui fait 8, moins 2 fois racine de 12, qui vaut 2 racines de 3. On peut sortir un 4. Et là, en simplifiant par 4, vous obtenez 2 moins racine de 3 sur 4. Et donc, vous avez le droit d'écrire que bien votre différence, c'est bien racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et vous êtes revenu un petit peu au même point qu'avec la première méthode. Mais évidemment, c'est pas quand même si simple que ça. Pensez à ça. Pensez à développer le carré. Tout ça, c'est une question qui est difficile. Voilà, dans l'idée, les points importants, c'est donc de montrer, donc première chose, il faut réussir à montrer que cos carré de 7pi sur 12, c'est bien racine de 2 moins racine de 6 sur 4 au carré, ça c'est la première étape. Et ne pas oublier, chose très importante, que ce cosinus est un nombre négatif. Et après, vous pouvez, justement, en remarquant que racine de 2 moins racine de 6 sur 4 est négatif, faire la conclusion. Question 10. On a déjà fait la 8 difficile, la 9 encore plus dure, et là on est vraiment sur des exercices de bon niveau. On a donc ici une parabole qu'on va tracer dans un repère orthonormé, ça sera très très important, ça on verra à quel moment. On considère un réel A, et on va placer un point déjà sur la parabole d'abscisse A. Ensuite, deuxième étape, on va tracer la droite passant par l'origine, OA, et on prend sa perpendiculaire. Et cette perpendiculaire va couper la parabole en un deuxième point B. Et on vous affirme que, eh bien, la droite AB va passer toujours par le point K de coordonnées 0. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder ça sur GeoGebra, ça sera comme ça très précis. Donc voici ce logiciel, première étape. Je vais donc placer, ici on va avoir besoin de l'origine, donc tout de suite je place les points qui sont intéressants. Ensuite, je trace donc la parabole d'équation y égale x2. Voilà, la voici, magnifique. D'accord, donc j'enlève juste l'étiquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je fais un petit zoom, ça on le verra mieux. Voilà. Là, on va placer un point. Et l'abscisse, je vais la régler avec un curseur. Donc, je crée une variable A qui va varier de 0. Oui, ici, on va dire de 0 pour mon dessin. Donc, 0 à 3, comme ça. Ça sera pas... Voilà. Voilà. Ensuite, je crée le point A. Donc, A a pour abscisse petit a. Et il va se situer sur la courbe d'équation y égale x2. Donc, son ordonnée, c'est A carré. Tout ça, on notera, bien évidemment. Voilà mon point. Donc, pour l'instant, on va faire un petit bilan. J'ai un point A. Alors ici, je vais... Voilà, vous voyez, il est là. Et quand je bouge la valeur de petit a, vous voyez, mon point se déplace sur la parabole. Donc on note. On a notre point petit a qui a donc pour coordonnée A carré. L'étape suivante, c'est de tracer la perpendiculaire à la droite OA. Donc je trace la droite OA. Voilà. Elle est là. On va mettre un petit peu de couleur, comme ça, ce sera plus joli. Propriété, couleur, un petit peu de rouge. Donc voilà. Ensuite, on utilise l'outil perpendiculaire. Il est là, en quatrième, là, perpendiculaire. Donc perpendiculaire à la droite rouge, passant par l'origine. La voici. Comme d'habitude, un petit peu de couleur. Là, je vais mettre ça en vert. Hop, ouais. Ensuite, on enlève l'étiquette. Voilà. Donc ça, c'est votre... Vous avez l'intersection de cette droite verte avec la courbe noire qui va s'appeler le point B. Donc ici, je crée un point. Voilà, le point B. Tout le monde voit pour l'instant. Donc, quel est l'objectif de cet exercice? Eh bien, c'est de montrer que la droite AB, droite que je vais tracer, alors pour ne pas charger le dessin, je vais faire que le segment. Voilà, ce segment ici, on va le mettre encore une fois en couleur bleue. Voilà. Eh bien, ce segment, il va falloir montrer qu'il passe toujours par le point A de coordonnées, le point K, hein, donc renommé, j'appelle K de coordonnées 0,1. Ça a l'air d'être vrai sur ma figure. Est-ce que c'est vrai quand je bouge petit a? Oui, je bouge la valeur. Et effectivement, regardez bien ma droite. Mon segment bleu, là, il passe toujours par le point K. Donc la propriété, elle a tout à fait l'air vraie. On va donc essayer de démontrer que c'est vrai. Alors la démonstration. Donc on a le point A de coordonnées petit a carré. Ensuite, on va déjà trouver l'équation de la droite OA. Alors, OA, c'est une fonction, c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc
la fonction qui va correspondre, c'est une fonction linéaire. Conclusion, hein, ça veut dire qu'ici, la droite aura pour équation y égale quelque chose fois x. D'accord? Alors, comment trouver donc l'équation de la droite OA? C'est donc y égale mx puisqu'elle passe par l'origine. M, c'est le coefficient directeur. Donc, je vais... Alors, plusieurs façons de faire, mais vous voyez ici, si je remplace y et x par les coordonnées de A, qu'est-ce que je trouve? A carré doit être égal à m fois A. Ça veut dire que m est donc égal à petit a. Donc, la droite OA, elle a pour coordonnées y égale à x, effectivement. Pour aller de A à A carré, vous voyez, je multiplie par A. Maintenant, il me faut l'équation de la perpendiculaire, donc à OA passant par O. Alors là, c'est là qu'on se sert de l'information repère orthonormé. Il faut bien comprendre ici, la droite OA, elle a un coefficient directeur qui permet de dire que quand on avance de 1, on va monter de A ici, quel que soit A d'ailleurs. Donc, voici la pente de cette droite OA. Si vous devez faire une perpendiculaire, on fait donc un angle droit ici. Alors, il faut faire un bel angle droit. Voilà. Et il se trouve que quand vous faites un angle droit ici, eh bien, vous retrouvez le 1 et le A, mais autrement. C'est-à-dire que là, on va descendre de 1 et on va avancer de 1. On a en fait fait tourner notre rectangle, vous voyez, notre triangle. Si vous remarquez bien, d'accord, par une rotation, ce point-là se retrouve ici, ce point-là se retrouve là, et lui, c'est le point de l'angle droit. Donc on a les mêmes longueurs, mais qui ont tourné. Donc le coefficient de la droite jaune, eh bien ça va être lequel? Le coefficient de jaune, c'est donc le coefficient d'une perpendiculaire, ça sera le coefficient de OB. On descend, donc c'est négatif. Quand on avance de A, on monte de 1, donc ça sera 1 sur A. Ça veut dire que bien la droite OB, qui passe aussi par O, elle a une équation sous la forme y égale quelque chose fois x. Et comme on a le coefficient directeur, ça sera donc moins 1 sur A fois x. C'est là qu'on utilise les repères orthonormés. Cette propriété ici, elle est valable dans les repères orthonormés. C'est-à-dire que si une droite a pour coefficient directeur m, sa perpendiculaire a pour coefficient directeur moins 1 sur m. Et ça va nous permettre de trouver les coordonnées donc de B. Alors comment on fait? B, il appartient à la parabole, j'appellerai C, et à la droite OB. Donc les coordonnées de B vérifient le système y égale x2 et y égale moins 1 sur A fois x. Donc je vais devoir trouver, pour résoudre tout simplement, ça veut dire que x2 égale moins 1 sur A fois x. On transforme ça. Regardez, on multiplie tout par A, ça fait ax2 égale moins x. On met tout à gauche. ax2 plus x égale 0. Et en factorisant par x, ça fait x fois ax plus 1. Et là, on va trouver x. Alors cette équation a deux solutions. X égale 0, c'est normal. Ça, c'est l'intersection, c'est le point O. Et donc, x égale moins 1 sur A. Ça veut dire que les coordonnées du point B, c'est moins 1 sur A. Et comme il est aussi sur y égale x2, on va mettre ça au carré. Ça fera 1 au carré. Le moins disparaît. Ça fait 1 sur A carré. Donc on a les coordonnées de B, les coordonnées de A. On veut maintenant savoir si le point K de coordonnées 0 appartient à B. Donc K, je vais le noter ici. Pour ça, on va regarder les vecteurs. On va montrer que AK et AB sont collinéaires. Alors, AB, coordonnées de AB, ça fait A plus 1 sur A, A2 moins 1 sur A carré. Ensuite, on regarde AK. A carré moins 1. Et on va regarder avec la fameuse formule. Quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires? Quand vous avez x, y' moins yx' qui vaut 0. Donc je vais calculer ici le produit en croix. Ça fait donc A plus 1 sur A, multiplié par A carré moins 1, moins A carré moins 1 sur A fois, on calcule ça. Si ça donne 0, nos deux vecteurs sont collinéaires. On développe A fois A carré. Ça fait donc A cube. A fois moins 1, 1 sur A fois A2. Ça fait donc A2 sur A, on simplifiera après. Moins 1 sur A. Il y a la deuxième. Moins A2 fois A3. Moins A2, enfin moins 1 sur A fois moins. Donc ça fait plus A sur A. Qu'est-ce qui reste? A3 moins A. Ça fait A2 sur A, ça fait plus A. Moins 1 sur A.
moins A3 plus ici A sur A, mais ça fait 1. Bilan. Il doit me rester, donc ça disparaît. A disparaît. Ici, il me manque un petit truc, donc où est-ce que je me serais trompé? Alors, j'ai oublié ici. Ah oui, j'ai oublié un 2 à cet endroit-là. Voilà. À 2, donc ça me change juste le dernier, qui donne 1 sur A. Et effectivement, vous voyez, ça fait 0. Alors ça, j'avais choisi AB, AK. C'était pas forcément le meilleur choix. On aurait peut-être pu faire un petit peu plus simple. Bon, je vais quand même conclure. On trouve 0. Donc, AB et AK sont collinaires. Et donc, ABK aligné. D'accord? Je rappelle quand même que j'ai utilisé la formule qui dit que si on a U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', eh bien, si on a x, y' moins yx' égale 0, alors U et V sont collinaires. Alors je vais prendre deux autres vecteurs pour montrer que ça pouvait être un petit peu plus simple que ça. Vu les coordonnées de A et B, j'aurais mieux fait de prendre le vecteur AK et le vecteur BK. Alors AK, ça donne donc 0 moins 1 sur, moins 1 sur A, donc 1 sur A, 1 moins 1 sur A carré. BK, non ça c'est BK que je viens de faire, AK, AK, 0 moins A, 1 moins A carré. Vous voyez, bon, les calculs sont un peu plus rapides, mais finalement, on obtient, non, on obtient un calcul qui n'est pas plus simple que l'autre. D'accord, on fait toujours le produit en croix. On regarde, ça fait moins A plus A sur A carré, moins 1 sur A plus A carré sur A. Ça donne moins A plus 1 sur A, moins 1 sur A, plus A. On simplifie et ça donne bien 0. Voilà. Donc c'est un exercice qui est vraiment pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, dans une seule question. Donc les choses à retenir dans un repère ortho normal, si on a le coefficient de delta qui vaut A, le coefficient d'une perpendiculaire à delta vaut moins 1 sur A. Ça vaut pour A non nul. C'est une des astuces qu'on a utilisées. Ensuite, dans n'importe quel repère, on a vu vraiment que si on a deux vecteurs de coordonnées x, y et de coordonnées x', y', eh bien, il y a une propriété qui dit que x, y' moins y, x', eh bien, ça équivaut à avoir u et v collinéaires. Ça, on sait. Voilà ce dont on se sert. Ensuite, bon, vous devez savoir calculer l'équation d'une droite très rapidement. Ici, c'est des équations de droite qui passent par l'origine, donc sous la forme y égale k fois x. Donc c'est pour ça que ça va un petit peu vite quand même à ce niveau-là. Il faut un petit peu quand même de culture générale pour faire ces exercices, donc c'est difficile. Je crois que l'élève qui est capable de faire ce sujet depuis le début en entier en 3 heures, je dis quand même bravo, en tout cas si c'est vous, vraiment bravo, parce que c'est des sujets quand même d'un très très bon niveau. Il faut de la culture et quand même de la vitesse. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse en espérant que ça vous a permis de bien de saisir l'étendue des difficultés de ces questions. Voilà. Mais rassurez-vous, si ça vous paraît dur, c'est de toute façon difficile. À très bientôt.